Bonjour à tous. L'affaire que nous allons aborder aujourd'hui est l'une des plus troublantes de l'histoire criminelle française récente. Pour soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à interagir. Votre aide est précieuse et je vous en suis infiniment reconnaissant. Commençons. Un matin de juin, en Occitanie, Amandine Estrabeau, une discrète surveillante de lycée originaire du petit village de Roquecourbe, part pour son travail, comme chaque jour. Le soir, des voisins l'aperçoivent près de chez elle. Le lendemain, son téléphone cesse d'émettre. Sa porte d'entrée est restée déverrouillée. Dans son jardin, un détail sème immédiatement le trouble. Ce qui semblait n'être qu'une simple disparition allait bientôt devenir l'une des affaires les plus complexes et controversées de la France contemporaine. Amandine a 30 ans lorsqu'elle se volatilise. Née à Roquecourbe, une commune soudée d'environ 2000 âmes, elle a grandi et s'est pleinement investie dans la vie locale. Membre du comité des fêtes, elle est un visage familier pour tous les habitants. Elle est particulièrement proche de sa mère, avec qui elle entretient une relation chaleureuse, presque amicale, prenant régulièrement de ses nouvelles par téléphone ou en personne. Elle est également restée très liée à son frère, Ray. Les gens du coin les surnomment affectueusement les enfants du village. Après une rupture sentimentale, Amandine est revenue vivre dans sa ville natale, elle qui partageait auparavant un logement près de la gare de Castres. Indépendante et pleine de vie, elle ambitionne de devenir orthophoniste, projette d'acheter une voiture et continue de voir sa mère très souvent. Rien ne laisse présager une disparition volontaire ou une crise personnelle profonde. Le mardi 18 juin 2013, Amandine se rend à son travail. Sa journée au lycée se déroule sans incident. Elle effectue ses tâches dans le calme et tout semble normal. Vers 13h10, elle termine son service et quitte l'établissement. D'habitude, quelqu'un la raccompagne en voiture car elle n'en possède pas. Mais ce jour-là, en raison d'imprévus, personne n'est disponible. Sans autre solution, elle entreprend seule le chemin du retour à pied, un trajet de 13 kilomètres qui demande près de 3 heures de marche. À 14h15, Amandine est aperçue dans le hameau de Salvage, près d'un arrêt de bus, à quelques kilomètres seulement de son domicile. Ce sera le dernier moment où sa présence sera officiellement confirmée. La suite de son parcours reste floue, mais grâce à des témoignages indirects, les enquêteurs parviennent à reconstituer une première ébauche des événements. Bien qu'il n'existe aucune image de vidéosurveillance, une voisine nommée Corinne apporte un élément clé. De sa fenêtre, elle a une vue directe sur la porte d'entrée d'Amandine. Vers 16h, elle remarque une camionnette blanche de type Renault Trafic garée devant la maison, un véhicule qu'elle n'a jamais vu dans le quartier. D'abord, Amandine sort de la camionnette. Elle paraît calme, vêtue normalement, et ne montre aucun signe de détresse. Corinne la voit tenir son sac avec son genou tout en cherchant ses clés. Amandine ouvre la porte et entre chez elle. Peu après, un homme sort du véhicule. Corinne ne peut distinguer son visage, ne le voyant que de dos et à distance, mais elle mémorise quelques détails. Il est de taille moyenne, environ 1,70 m, et de corpulence trapue. Il porte un pantalon de travail gris avec de larges poches et des bandes réfléchissantes orange, typiques des uniformes du bâtiment ou des travaux publics. Son attitude n'a rien d'alarmant. Il marche calmement, sans agressivité. Selon Corinne, il n'y a ni dispute, ni tension, ni aucune émotion particulière entre lui et Amandine. Leur interaction semble neutre, ordinaire. Le témoignage de la voisine devient une pièce centrale du dossier. Le lendemain, le 19 juin, Monique, la mère d'Amandine, commence à s'inquiéter. Elles devaient se voir la veille, comme elles en avaient l'habitude. Leur lien est si fort que si Amandine ne peut répondre à un appel, elle rappelle toujours très vite. Mais cette fois, c'est le silence complet. Monique tente de la joindre à plusieurs reprises, sans succès. Elle ne panique pas encore, supposant sa fille simplement occupée. Mais le matin suivant, toujours sans nouvelles, elle décide de se rendre chez Amandine. En arrivant, elle trouve la porte d'entrée déverrouillée. C'est le premier choc. Amandine est prudente, surtout dans cette zone isolée. À l'intérieur,
Tout semble indiquer qu'elle vient de s'absenter un instant. Une veste est posée sur une chaise. Son sac à main est à sa place habituelle. Son téléphone est là, abandonné. La maison est silencieuse. Monique appelle, mais personne ne répond. Rien ne suggère un départ précipité. L'intérieur est en ordre, pas d'effraction, pas de meubles déplacés, pas d'objets renversés. Pourtant, Monique ne peut se défaire du sentiment que quelque chose de terrible s'est produit. Amandine est méthodique. Elle ne laisse jamais son téléphone, ne part jamais sans prévenir et n'oublie jamais de fermer sa porte à clé. Ces incohérences la convainquent de contacter la gendarmerie. Les gendarmes confirment les observations de Monique. Aucune trace de lutte ni d'effraction. Tout suggère que la personne a quitté les lieux calmement. Mais à l'extérieur, leurs découvertes prennent une tournure bien plus sombre. Dans le jardin, accessible par une baie vitrée, une zone attire leur attention. Malgré l'état sauvage de la pelouse, une parcelle rectangulaire d'environ 3,50 m sur 1,50 m présente une herbe visiblement aplatie, comme si quelque chose ou quelqu'un y avait séjourné longuement ou subi une contrainte physique. Près de cette zone, des objets personnels d'Amandine sont retrouvés. Une paire de ballerines légères, que sa mère confirme avoir été portée la veille, et 2 boucles d'oreilles. Les fermoirs de ces dernières sont endommagées, ce qui suggère qu'elles ont pu être arrachées violemment. Ces découvertes constituent les premiers indices matériels d'un événement anormal survenu à l'extérieur de la maison. L'affaire est immédiatement qualifiée de disparition inquiétante et une enquête officielle est ouverte. Le 19 juin, les signaux d'alarme se multiplient. Amandine a disparu sans emporter ses affaires, la maison ne présente aucune trace d'intrusion et des indices dans le jardin suggèrent une possible agression. L'enquête entre dans sa phase active. Les rares images de vidéosurveillance sont analysées et les enquêteurs ratissent les itinéraires potentiels d'Amandine, mais aucun nouveau témoignage n'émerge. Des avis de recherche sont placardés partout. Amandine y est décrite comme mesurant 1,65 m, avec de longs cheveux bruns. Le jour de sa disparition, elle portait une jupe marron au-dessus du genou, une veste beige et un chemisier sombre. Les proches s'impliquent massivement. Ray, son frère, devient le moteur de cette mobilisation citoyenne, organisant l'impression et la distribution d'affiches avec l'aide d'amis et de volontaires. Dès le 20 juin, une page Facebook intitulée « Pour Amandine, pour que tu nous reviennes » est créée. Elle devient rapidement une plateforme de coordination pour les recherches. Des battues sont organisées dans la région de son domicile, fouillant forêts, champs et les berges de la rivière Agou. Malgré l'ampleur des efforts, ni Amandine, ni aucun de ses effets personnels ne sont retrouvés. Chaque jour qui passe rend l'hypothèse d'un départ volontaire moins crédible. Son compte en banque reste intact. Aucun appel, aucun message. Tout pointe vers un acte criminel. Rapidement, l'attention se porte sur une entreprise de Roquecourbe possédant une camionnette similaire à celle vue devant chez Amandine et dont les employés portent des uniformes correspondant à la description. Un maçon de 25 ans, Guéric Géano, attire particulièrement l'attention. Il a grandi dans la région et connaît de nombreux habitants, y compris le frère d'Amandine. Son nom n'apparaît dans le dossier qu'en avril 2014, lorsque sa propre mère se présente à la gendarmerie. Elle fait part de son inquiétude face au comportement étrange de son fils. Selon elle, Guéric répète des phrases troublantes comme « Je ne suis pas un criminel » ou « S'il trouve du sang dans la camionnette, c'est du poisson ». Il parle d'odeurs étranges, prétend pouvoir sentir la mort et devient de plus en plus paranoïaque. Après la déposition de sa mère, Guéric Géano est placé en garde à vue. Il nie toute implication. Selon son employeur, il travaillait sur un chantier à Castres le 18 juin, ce qui lui fournit un alibi. Cependant, des doutes émergent. Un supérieur admet qu'après une livraison de béton près de chez Amandine, l'équipe a eu environ 1h30 de temps non justifié. Personne ne peut dire où se trouvait Guéric pendant ce créneau. Son alibi n'est plus si solide. Confrontée à Guéric Géano, la voisine, Corinne, ne peut l'identifier formellement. Elle le connaît de vue, comme beaucoup d'autres dans ce petit village, mais ne peut être certaine.
Elle note cependant que son pantalon de travail correspond à celui de l'homme qu'elle a vu. Faute de preuves concluantes, il devient le principal suspect. Peu après, Jeannot est libéré, mais l'enquête continue. Il s'avère qu'il avait une raison de se trouver près du domicile d'Amandine ce jour-là. Les enquêteurs découvrent également qu'il avait exprimé un intérêt pour elle, la trouvant attirante. De plus, Amandine avait un petit problème d'infiltration d'eau chez elle. Il est possible qu'elle en ait parlé et que Jeannot, fort de son expérience dans le bâtiment, ait proposé son aide. Cela expliquerait sa présence chez elle sans effraction et le calme apparent d'Amandine, qui ne l'aurait pas perçue comme une menace. Un premier scénario se dessine. Jeannot aurait profité de la situation pour se rapprocher d'elle, mais les choses auraient terriblement mal tourné. En juin 2016, l'enquête prend un tournant décisif. Jeannot, déjà mis en examen pour enlèvement et séquestration, est désormais accusé de meurtre. La raison ? Les témoignages de plusieurs codétenus. Selon eux, Jeannot leur aurait parlé de son implication dans la disparition d'Amandine, décrivant une agression à caractère sexuel suivie d'un acte mortel. Il aurait donné des détails qui n'avaient pas été rendus publics, des faits que seul l'auteur pouvait connaître. Guéric Jeannot remet également 2 croquis dessinés à la main. L'un indique un lieu où il aurait enterré un corps en le recouvrant de chaux. Le second montre les coordonnées d'une cache pour les bijoux d'Amandine. Son nom est écrit sur les 2 dessins. D'immenses recherches sont lancées dans la zone indiquée, une région boisée et escarpée. Malgré le déploiement de moyens considérables, incluant un radar à pénétration de sol, ni le corps, ni les objets ne sont retrouvés. Face à cet échec, Jeannot se rétracte. Il affirme que les croquis montrent simplement ses coins de pêche et de champignons préférés. Quant au nom d'Amandine, il l'aurait écrit pour qu'on le laisse tranquille ou pour impressionner ses codétenus. Mais pour les enquêteurs, le mal est fait. Il a fourni des informations que seul un initié pouvait détenir. Plus de 7 ans après la disparition d'Amandine Estrabot, le procès de Guéric Jeannot s'ouvre le 8 octobre 2020 devant la cour d'assises d'Albi. L'affaire est extraordinaire en raison de l'absence totale de corps, d'aveux, de traces ADN ou de preuves matérielles irréfutables. Pourtant, le ministère public estime que les preuves circonstancielles sont suffisantes. Le dossier met en lumière les contradictions de l'alibi de Jeannot et de ses déclarations. Un détail numérique s'ajoute aux soupçons. Le soir de la disparition, sa console de jeu, qu'il utilise quotidiennement, n'a pas été allumée. Il prétend simplement ne pas avoir joué alors qu'il avait initialement affirmé le contraire. Au tribunal, son comportement déroute. Il semble indifférent. Évite de regarder les photos d'Amandine. Lorsqu'on lui demande ce qu'il ressent en voyant son portrait, il répond « Rien ». Cette apparente froideur renforce la perception d'une distance émotionnelle glaçante. Guéric Jeannot n'avouera jamais. Sa défense plaide l'absence de preuves directes, dénonçant un « procès de l'intime conviction » basé sur des suppositions. L'accusation rétorque que l'ensemble des contradictions, l'absence d'explications alternatives et le comportement de l'accusé pointent tous vers un scénario violent. Le 14 octobre 2020, le jury déclare Guéric Jeannot coupable d'enlèvement, de séquestration et de meurtre. Il est condamné à 30 ans de réclusion criminelle. La Cour souligne que même sans la découverte du corps, l'ensemble des éléments présentés forment un récit convaincant et cohérent, suffisant pour emporter la conviction des jurés. Cette décision a défrayé la chronique et a marqué l'une des rares fois dans l'histoire judiciaire française où une personne a été condamnée pour homicide sans que le corps de la victime n'ait jamais été retrouvé. Après cette première condamnation, Guéric Jeannot a fait appel. Un second procès s'est ouvert le 15 novembre 2021 à la Cour d'appel de Toulouse, dans le département de la Haute-Garonne. Les chefs d'accusation et la position de l'accusé sont restés les mêmes. La défense a maintenu sa ligne directrice, condamné sans preuve. Un avocat a même comparé l'affaire à d'autres disparitions dans la région, notamment celle de Delphine Jubilard, volatilisée en décembre 2020 dans des circonstances tout aussi mystérieuses. Aucune trace, aucun corps. L'accusation de son côté a réitéré ses arguments. L'attention s'est de nouveau portée sur l'alibi douteux de Jeannot, ses déplacements inexpliqués durant la période clé,
ses déclarations contradictoires et son comportement suspect suite à la disparition d'Amandine. De nouveaux détails ont également émergé concernant son activité en ligne préoccupante, révélant un comportement obsessionnel et troublant sur Internet, incluant la consultation de contenus à caractère déviant. Les procureurs ont présenté un scénario probable. Jeannot aurait proposé à Amandine de la raccompagner, peut-être sous prétexte de vérifier un problème de plomberie qu'elle avait mentionné. Une fois à l'intérieur, un incident se serait produit, possiblement une confrontation suite à des avances non désirées, qui auraient dégénéré et se seraient terminées de manière fatale. Les avocats de la défense ont contesté cette version, soulignant que personne ne l'avait vu quitter la maison et qu'il n'existait aucune preuve matérielle d'une agression. Le 19 novembre 2021, la Cour d'appel a confirmé le verdict initial. Jeannot a de nouveau été reconnu coupable. Mais, contrairement aux espoirs de la famille Estrabot, cette décision de 2021 n'était pas le point final de l'affaire. En 2022, la Cour de cassation a annulé la décision pour un vice de procédure. Une phrase juridique obligatoire manquait dans la motivation écrite de l'arrêt. Bien que l'omission fût d'ordre technique, elle a entraîné l'obligation d'un nouveau procès. Le troisième procès s'est tenu en janvier 2024 à Montauban, dans le département du Tarn-et-Garonne. L'accusation a de nouveau présenté la même série d'arguments, affirmant que le poids cumulé des indices circonstanciels justifiait un verdict de culpabilité. Le dossier reposait une fois de plus sur les déclarations de Jeannot en prison, ses schémas dessinés à la main et les incohérences de son comportement relevées lors des précédentes audiences. L'équipe de la défense s'est efforcée de dissocier Géric Jeannot de la scène du crime, maintenant qu'il n'avait absolument aucune implication. Jeannot, alors âgé de 35 ans, a de nouveau nié toutes les accusations. Coup de théâtre. Sa mère, Irma Jeannot, a changé sa version des faits, affirmant n'avoir jamais dit ce qui lui était attribué dans les procès-verbaux. Ce revirement soudain a provoqué une vive réaction de la Cour et de l'accusation, car ses déclarations initiales avaient joué un rôle clé dans le déclenchement de l'enquête. Malgré les efforts de la défense pour démanteler les éléments centraux du dossier, leur tentative a échoué. Le 30 janvier 2024, Géric Jeannot a été reconnu coupable pour la troisième fois pour l'enlèvement, la séquestration et l'acte fatal commis sur Amandine Estrabot. Il a été de nouveau condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Plus tard, la Cour de cassation a rejeté son pourvoi final, rendant le verdict juridiquement définitif. 3 condamnations dans une seule affaire, sans corps, sans aveu et sans preuve matérielle directe, ont fait du procès sur la disparition d'Amandine Estrabot l'un des plus singuliers et controversés de l'histoire de la justice française. L'opinion publique était profondément divisée. Certains considéraient le verdict comme juste et nécessaire, tandis que d'autres estimaient qu'il reposait sur trop d'incertitudes. Les experts juridiques ont souligné que la condamnation reposait sur le principe du faisceau d'indices graves et concordants, un cadre juridique où de multiples faits distincts, chacun insuffisant en soi, forment collectivement une base solide pour un verdict de culpabilité. Ce principe est parfaitement légal en droit français, mais il soulève inévitablement une question difficile. À partir de quand le doute est-il trop grand? Merci à tous de m'avoir suivi. Votre soutien compte énormément pour moi et vous pouvez aider la chaîne à se développer en cliquant sur j'aime, en laissant un commentaire et en partageant cette vidéo. Votre engagement fait vraiment toute la différence. À très bientôt.